Alors, bonsoir, bienvenue à ce webinaire présenté par le Dr Boissonneau. Le Dr Boissonneau a fait sa résidence en médecine physique et réadaptation ou en physiatrie à l'Université de Montréal. Moi, je suis sûr que j'en apprends beaucoup. Là, ça fait presque 25 ans que je vois des AVC, mais je suis convaincu que je vais apprendre parce que la Dr Boissonneau a complété une formation complémentaire en spasticité et neuroréadaptation avec les Dr Winston et Rebai à Victoria et Vancouver, respectivement, tous deux cofondateurs du Consortium canadien sur les avancées en neuroorthopédie pour la spasticité, le CANOSC. La Dr Boissonneau s'est récemment jointe au service de physiatrie du CHUM en tant que professeure adjointe clinique. Elle va continuer à être étroitement associée au CANOSC comme collaboratrice sur des projets de recherche et en étant impliquée au sein de leur comité scientifique. Ses principaux intérêts de recherche incluent la gestion multimodale de la spasticité, les changements d'architecture échographique dans le muscle spastique. Vraiment un sujet pour lequel je vais beaucoup apprendre parce que je ne savais même pas que ça existait, donc c'est certain que je vais apprendre ce soir. Et j'espère que vous aussi, vous apprendrez sur ce sujet. Et aussi, elle va présenter aussi, discuter les traitements novateurs pour la gestion de la spasticité. Alors, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Dr Boissonneau pour nous présenter sur la spasticité post-AVC, un problème fréquent. Dr Boissonneau? Oui, bonjour. Merci beaucoup, premièrement, de m'avoir invité. Fait que merci à la SSVQ. Merci pour l'introduction, Dr Lantier. Puis merci à tout le monde d'être présent ce soir. Je pense qu'on va avoir une belle soirée ensemble. Donc, commençons sans plus tarder sur la spasticité post-AVC, un problème fréquent. Vous allez voir qu'en effet, c'est fréquent. OK, voici mes principaux conflits d'intérêts. Donc c'est principalement les compagnies de toxines et puis aussi le Pacirac qui est une autre compagnie qui fait du traitement de la spasticité. Fait que c'est tout en lien avec la spasticité. Mes objectifs pour ce soir, donc je veux que à la fin de ma présentation, j'aimerais que vous soyez capable de distinguer la spasticité post-AVC des autres causes d'hypertonie. Puis aussi, vous familiariser avec le traitement et la prise en charge de la spasticité. Évidemment, ma spécialité à moi, c'est la spasticité, donc je vais mentionner les autres formes d'hypertonie, mais je vais vraiment me concentrer là, sur le sujet de la conférence ce soir. Puis, le traitement et la prise en charge, ça peut être sans préfet que ça aussi, je vais effleurer puis essayer de soulever les points importants là, de ça. Donc, après la présentation, déjà, Dr Lantier, vous m'avez présenté. Fait que je veux juste dire aussi qu'en plus de travailler au CHUM, là, j'ai commencé au mois d'août. Puis, je travaille également à l'hôpital de réadaptation Villa Medica, où je suis en fait en charge je suis impliquée dans la clinique de spasticité, qui est une super belle clinique multidisciplinaire avec physio et ergo, où on fait vraiment là, toutes sortes de choses pour une prise en charge multi, incluant des plâtres serrés. C'est vraiment une belle clinique. Puis je fais aussi de la physiatrie générale et de la spasticité à la clinique de physiatrie CDN sur Saint-Jacques. J'aimerais remercier le Dr Winston et Rebai, donc pour tout ce qu'ils m'ont appris pendant mon fellowship, mais aussi parce qu'ils m'ont prêté pas mal de matériel pour la présentation de ce soir. Puis je continue, comme vous dit Dr Lantier, à être étroitement impliquée dans le CANOSC. CANOSC, en fait, c'est une plateforme dédiée à l'éducation, à la diffusion de l'éducation sur la spasticité. Puis, il y a plein de matériel pédagogique gratuit, fait que je vous invite fortement à aller visiter le site. Commençons sans plus tarder avec donc quelques définitions. Il faut toujours commencer par les bases pour savoir de quoi on parle. Quand on parle de spasticité, évidemment, la définition la plus connue, celle qui est encore utilisée le plus fréquemment, c'est celle de Lenz de 1980. Lenz, qu'on se souvient, qui était un neurologue et neurophysiologiste australien. Et puis, sa définition de 1980, elle va comme suit, là, je l'ai traduite en dessous. Fait que la spasticité est un trouble moteur caractérisé par une augmentation vélocité dépendante, donc ça, c'est vraiment un élément clé, des réflexes d'étirement toniques, donc du tonus musculaire, avec des réflexes ostéotendineux exagérés, résultant de l'hyperexcitabilité du réflexe d'étirement en tant que composante du syndrome du motoneurone supérieur.
Donc, ça, c'est la définition que la plupart d'entre nous connaissent, mais qui était jugée peut-être un peu trop restrictive, un peu trop limitante par certains. Ce qui fait qu'en 2005, il y a Pandian, donc Anyan Pandian, qui est un bio-ingénieur, en fait, du Royaume-Uni. Donc, c'est pas un clinicien. Et avec le SPASM, donc le Support Program for Assembly of Database for Spasticity Measurements, ont développé en 2005 une nouvelle définition de la spasticité qui se voulait beaucoup plus large et qui va comme suit. Donc, la spasticité est un contrôle sensorimoteur désordonné résultant d'une lésion du motoneurone supérieur, donc ça, on garde ça, se présentant comme une activation involontaire, intermittente ou soutenue des muscles. Là, l'aspect sensorimoteur est vraiment un élément clé de cette définition-là. Puis, on le sait, quiconque là, traite de la spasticité, on sait l'effet de la composante sensorielle. Donc, si on a plus de douleur, la spasticité va être augmentée. Si on a un stimuli sensoriel, qui soit de la chaleur, ou même tactile, parfois, notre spasticité peut être influencée par ça. Fait que il y a vraiment, oui, la composante motrice, mais également sensorielle. Là, par contre, les gens se disent, OK, là, c'est super beau la nouvelle définition, mais c'est un peu vaste. Est-ce qu'on peut se reconcentrer sur le problème? Et puis, la dernière définition, en 2021, là, c'est de Dr. Sheng Li et Gérard Francisco, qui sont tous deux physiatres. Fait qu'eux, on revient à des cliniciens qui redéfinissent la spasticité. Et qui ont vraiment décrit la spasticité en fonction des nouvelles connaissances pathophysiologiques sur la compréhension de ce phénomène-là et qui l'ont décrit aussi comme quelque chose de longitudinal. Donc, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Puis au début, donc en aigu, en subaigu et en chronique, la définition va rester la même, mais la manifestation clinique va évoluer. Donc, il voulait une définition qui montre tout ça finalement, qui exprime tout ça. Donc, elle va continuer à être un peu plus longue, mais vraiment intéressante. Donc, la spasticité se manifeste par une augmentation vélocité dépendante. Donc, il retourne à cet élément clé-là que Lenz avait introduit. Et longueur dépendante. Donc, ça, c'est une nouvelle notion. De la résistance à l'étirement musculaire imposé par une force extérieure. Donc, c'est en réaction à un stimuli externe. Il en résulte l'hyperexcitabilité, résulte de l'hyperexcitabilité des voies descendantes du tronc cérébral, donc surtout les voies cortico-réticulo-spinales, et des réponses réflexes d'étirement exagérées qui en résultent. Et d'autres déficiences motrices associées, notamment des synergies anormales, une activation musculaire inappropriée et une coactivation musculaire anormale coexistent avec la spasticité et partagent des origines physiopathologiques similaires. Donc, beaucoup plus large, mais vraiment axé sur ce qu'on voit en clinique, puis en lien avec les nouvelles connaissances là, sur la physiopathologie du phénomène. Donc, pour résumer un peu tout ça, les définitions, on a celle de Lenz en 1980, qui est une définition encore très utilisée en clinique. Celle plus large de Pandian en 2005, qui amène cet élément-là de contrôle sensorimoteur, puis qui inclut aussi les propriétés viscoélastiques des tissus mous dans les manifestations cliniques de la spasticité. Puis, finalement, celle de Li-Francisco qui tient compte des développements en matière de compréhension de la physiopathologie, tout en renouant avec les aspects cliniques qu'on voit là, de la spasticité. Ces théories-là, surtout les plus récentes, intègrent vraiment la théorie de Jean-Michel Graciès qui a développé qui a publié là, en 2005, voulant que l'atteinte motrice en spasticité, oui, résulte là, certainement d'une atteinte du système nerveux central. Hein. On sait que c'est ça l'élément clé, là, l'élément déclencheur finalement de toutes les manifestations qu'on va observer, mais que très rapidement, il y a aussi la composante périphérique qui va jouer un rôle d'avant-plan, donc au niveau musculaire et tendineux, qui va jouer un rôle d'avant-plan dans les manifestations cliniques, puis encore plus en phase aiguë et subaiguë. Donc, suite à une atteinte du syndrome du système nerveux central, il y a rapidement une parésie et une immobilisation qui va engendrer des réarrangements plastiques des tissus mous. Et donc, en plus de l'hyperactivité musculaire en lien avec cette perte de l'inhibition là, du système nerveux central, mais il va aussi avoir des modifications dans la structure musculaire. Notamment, on le sait, une atrophie, donc une diminution de la masse musculaire, un
raccourcissement, donc c'est une diminution du nombre de sarcomères même à l'intérieur des muscles, une augmentation des tissus conjonctifs intramusculaires, puis une augmentation également des infiltrats graisseux. Puis l'identification et l'intervention précoce pourrait justement, du moins c'est ça la théorie, éviter les complications périphériques de cette atteinte-là initiale du système nerveux central. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme avec cette notion-là de Graciès que oui, il faut regarder le cerveau puis la moelle, mais aussi la périphérie. Qu'est-ce qui se passe en périphérie puis est-ce qu'on peut agir là-dessus? Je vais finir avec une dernière définition de la spasticité parce je voulais aussi parler des autres formes d'hypertonie. Je vais vous ramener avec Dressler, qui, lui, est un neurologue et psychiatre allemand qui, en 2018, a défini aussi la spasticité. C'est une définition extrêmement clinique et qui utilise la spasticité plus comme un terme parapluie, un umbrella term, qui inclut là, finalement toutes les formes d'hypertonie qui résulte d'une parésie du système nerveux central. Donc, d'une hyperactivité musculaire involontaire. Là-dedans, il inclut spasticité sensus strictus, donc qui correspond à notre spasticité, dystonie, rigidité et spasme. Puis, il parle aussi évidemment des complications qui sont intimement liées à ces réactions hypertoniques d'hyperactivité-là, donc contracture et douleur. Donc, rapidement, pour finir avec nos définitions, là, spasticité sensus strictus, c'est une activité, il décrit comme une activité déclenchée par des mouvements articulaires passifs rapides, donc cette notion vélocité dépendante, puis le phénomène de Claps-Knife qui peut se produire, ce qu'on apprend là, quand on est externe. La dystonie, elle, puis là, je m'excuse pour mes collègues neurologues qui sont spécialisés en dystonie, là, qui vont peut-être avoir une meilleure définition de la dystonie, mais bon, moi, j'aimais celle-là qui était simple et simple et efficace. Fait que dystonie, ça se présente fréquemment avec des co-contractions dans des groupes musculaires antagonistes et qui deviennent souvent pires pendant une action volontaire des groupes musculaires dystoniques ou de groupes non dystoniques également. Puis, ce phénomène peut être induit, c'est ça, donc le phénomène peut être appelé dystonie induite ou par l'action ou une dystonie dynamique. Pour ce qui est de la rigidité, on parle d'une activité déclenchée par des mouvements articulaires passifs et lents. C'est la rigidité en tuyau de plomb, là, en comparaison avec notre couteau, notre canif suisse. Là. Et la rigidité est causée par une hyperactivité neurale, mais il y a aussi des facteurs mécaniques supplémentaires comme la viscosité musculaire qui peuvent y contribuer. Et pour ce qui est des spasmes, on parle de mouvements involontaires complexes, généralement déclenchés par des stimuli sensoriels ou acoustiques qui peuvent être douloureux en raison de l'intensité de la contraction musculaire, mais aussi en raison d'une affection supplémentaire des voies sensorielles centrales. Les spasmes, on voit souvent ça chez les gens avec des lésions de la moelle ou avec sclérose en plaques aussi, qui peuvent avoir vraiment presque une hypotonie, mais suite à un stimuli douloureux, peut avoir des mouvements brusques, involontaires et parfois douloureux des membres inférieurs. Donc, ça fait partie du syndrome du motoneurone supérieur, mais c'est pas exactement la même chose que la spasticité. Bon, OK, assez de définition. Maintenant, parlons de détection précoce. Et d'un peu d'épidémiologie. Donc, la spasticité post-AVC, est-ce que c'est fréquent vraiment? Mais oui. La réponse est oui. Puis jusqu'à quel point? Pardon? Évidemment, il y a différentes études qui montrent des chiffres un peu différents, là, mais ce qu'on retient, c'est que oui, c'est assez fréquent. Il y a des papiers récents là, qui ont montré qu'un quart des patients post-AVC à 2 semaines post-AVC. Donc, si on cherche, on va trouver des traces de spasticité qui est définie comme au moins 1 là, sur l'échelle de Ashworth modifiée. Pas nécessairement une spasticité qui va devenir problématique, mais oui, c'est fréquent. Puis quand est-ce qu'on doit la surveiller, quand est-ce qu'on ne doit pas, c'est ce que je vais essayer de démystifier avec vous. À 12 semaines, on voit que ce taux-là persiste et augmente un petit peu, puis il continue d'augmenter, si bien qu'à 6 mois, on dit qu'il y a un papier qui montre que
une revue là, de la littérature qui montrerait qu'environ 50% des gens qui auraient non seulement une spasticité, mais même un début de contracture. Donc, encore une fois, contracture, là, c'est, disons, si on compare l'amplitude articulaire d'une épaule à l'autre épaule qui n'est pas au côté sain, mais c'est pas nécessairement, encore une fois, une contracture qui a une atteinte fonctionnelle qui est importante. Mais oui, il peut avoir une contracture en lien avec l'augmentation de tonus. Ce que les études montrent aussi, c'est que ces patients-là qui ont des contractures à 6 mois, là, c'est les mêmes patients que ceux qui ont de la spasticité à 2 semaines, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent. Donc, la plupart du temps, en règle générale, quand il y a de la spasticité précoce, la spasticité va perdurer et même voire augmenter. Donc, des fois, on se dit, on va voir si ça passe tout seul. Non, ça ne passera pas tout seul. Puis s'il y a quelque chose, elle va juste augmenter. Donc, voilà pourquoi c'est important de la surveiller. Maintenant, justement, qui est à risque de développer la spasticité qui va devenir problématique, parce qu'on ne peut pas suivre nécessairement, il y a 50%, ben oui, on va suivre nos patients avec des AVC, mais chez qui on devrait être encore plus prudent. Je pense aux médecins de famille, aux physiothérapeutes qui les suivent à plus long terme. Puis vraiment surveiller et questionner là, la spasticité. Fait que tout récemment, en 2020, il y a un groupe chinois qui s'est penché sur la question, puis qui avait comme objectif donc de déterminer la prévalence et les facteurs de risque de spasticité associés à l'AVC. Donc, ils ont fait un examen systématique et une méta-analyse sur 23 articles là, qui correspondaient à leurs critères. C'est pas le premier papier là, qui porte là-dessus. Il y a Jörg Bessel aussi qui en a fait beaucoup dans le passé, mais j'ai présenté celle-là qui, je trouvais, qui résumait vraiment bien là, les principaux facteurs de risque. Donc, leur conclusion, c'est que plus on a une parésie modérée ou marquée, plus on a à risque de développer une spasticité importante. Les AVC hémorragiques sont également plus à risque. Puis, plus on a un déficit sensoriel, plus on est à risque également. Donc, c'est des facteurs de risque assez simples qui ont beaucoup de sens. Donc, moins on bouge, plus on a d'atteintes sensitives, plus on est à risque de développer une spasticité. Dans les études de Jörg Bessel antérieures, il y avait également plus on a une atteinte fonctionnelle importante, plus on est à risque, ce qui va quand même là, de pair avec la parésie qui est plus marquée. Et pourquoi, donc, dépister précocement et traiter précocement? Est-ce que ça fait vraiment est-ce que ça change vraiment nos outcomes à long terme? Est-ce qu'on a vraiment un avantage pour nos patients? Le premier là, qui a publié le premier papier phare là, sur le sujet, ça a été publié par Rosales en 2016. C'était une méta-analyse de revue systématique utilisant la méthode Cochrane. Puis, donc, ils ont retenu là, 6 articles qui correspondaient à leurs critères. Donc, ça devait être des essais randomisés contrôlés avec des patients qui avaient eu un AVC là, il y a moins dans les 3 mois, donc vraiment là, de manière précoce, et qui étaient injectés pour la spasticité, justement, avec la toxine botulique. Donc, leur résultat, c'est que ces patients-là qui avaient été injectés dans les 3 premiers mois suivant leur AVC, premièrement, il n'y avait pas de changement à long terme sur la fonction et le niveau d'incapacité. C'est vrai, quand on dit ça, on se dit, OK, c'est peut-être un peu plate. Il n'y a pas de changement, on n'a pas amélioré notre outcome. Par contre, un des arguments qu'on entend souvent, c'est, ben là, je ne veux pas injecter trop tôt, j'ai peur d'avoir un outcome négatif, de nuire au retour moteur, puis de nuire à la fonction à long terme. Donc, cette étude-là, au moins, est rassurante. Puis, en fait, toutes les études là, qui ont suivi sont vraiment rassurantes à ce niveau-là. C'est pas vrai qu'on va nuire au retour moteur, c'est pas vrai qu'on va nuire à la fonction à long terme. En sélectionnant bien les patients, là, évidemment. On ne va pas commencer à injecter tout le monde qui n'en a pas besoin. Mais c'est rassurant. Puis même, quand on lit le papier, il y a une tendance qui n'est pas statistiquement significative, mais il y a quand même une tendance même à une amélioration de la fonction. Mais bon, c'était pas significatif. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans leur résultat, là, dans leur conclusion. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une amélioration de la douleur qui perdure jusqu'à 24 semaines post-injection. Donc là, 24 semaines, c'est vraiment au-delà des 12 semaines qu'on dit, bon, la toxine, ça dure à peu près 3 mois, puis c'est ce qu'on voit en clinique. Mais en agissant de manière précoce, il y a non seulement une amélioration sur l'hypertonie, mais vraiment sur l'aspect douloureux aussi. Puis on sait, il y a beaucoup d'études sur les injections de toxines de plus en plus qui montrent que, il y aura un effet sur la substance P, qu'il y a aussi les gens qui se penchent là, sur le sujet disent que la spasticité en soi, puis on peut comprendre, il y a vraiment une douleur qui serait
même mécanique, hein, d'avoir toujours ses muscles en tension. Ça tire, ça peut faire mal aussi. Donc, on agirait non seulement sur la spasticité, mais sur la douleur. Puis quand on sait que la douleur peut aussi augmenter la spasticité, ben là, c'est encore plus intéressant d'adresser les deux, quoi. Pour ce qui est de l'hypertonie, bon, là, il a utilisé le terme hypertonie, là, mais c'est la spasticité. Et il disait que, bon, jusqu'à 12 semaines post-injection, il y avait encore des effets bénéfiques. Habituellement, à 12 semaines, on est prêt pour la deuxième injection. Donc, des effets qui dureraient peut-être un peu plus longtemps. Puis même, il y a un papier qui allait jusqu'à 24 semaines. Donc, bref, en traitant de manière précoce, on aurait des effets plus prolongés. Puis, il suggérait d'utiliser la moitié de la dose. Quand même pas, il disait que c'était quand même plus efficace la moitié qu'un quart, mais qu'on n'avait pas besoin d'utiliser nos doses complètes quand on traitait de manière précoce. Justement, c'est correct d'être plus conservateur. Fait qu'on traite plus précocement avec des plus petites doses, mais on a des effets qui durent plus longtemps, sans impact sur notre retour moteur et notre fonction à long terme. Donc, oui, c'est intéressant de traiter plus tôt. Évidemment, tous les papiers sur le sujet renforcent l'importance de la neuroréadaptation simultanément. Là, c'est jamais on pique puis on fait rien d'autre. Là. C'est toujours, ça fait partie d'une approche multimodale, d'un travail d'équipe. Ça, c'est essentiel. Je le répéterai jamais assez. Puis je vais le répéter encore, vous allez voir. Un autre papier un peu plus récent d'Alessandro Piccelli à Vérone, super équipe aussi qui s'est penchée également sur la question. Eux, ils ont fait une étude longitudinale de 9 centres là, multicentriques. Et donc, ils ont suivi, c'était 83 patients au total. Puis là, ils ont vu ceux qui ont été injectés, qui étaient injectés, là, ils ne contrôlaient pas l'injection. Puis, ils ont juste fait des groupes ensuite pour les comparer, ceux qui ont été injectés dans les 3 premiers mois suivant l'AVC versus ceux qui ont été injectés après. Et puis, ils ont remarqué que ceux qui étaient injectés 90 jours après leur AVC, leur score sur l'échelle de Ashworth modifiée, ça je vais la définir plus tard, inquiétez-vous pas, était plus élevé à 4 et 12 semaines et puis également à 24 semaines, donc bref, jusqu'à 24 semaines après l'injection, leur score était plus élevé par rapport à ceux qui avaient reçu leur injection moins de 90 jours après l'AVC. Donc encore une autre, les évidences sont là dans la littérature, là, il y a vraiment un avantage à traiter de manière précoce. Pour justement les généralistes, les physios, les infirmières qui sont avec nous ce soir, ça peut être un peu mêlant tout ça. Quand est-ce que je réfère, quand est-ce que je réfère pas? Il y a des outils qui existent, dont ce système-là là, de traffic light, de feu de circulation. Il y a des posters qui peuvent être faits avec ça. Je pense que ça devrait être un peu partout. Fait que, c'est pour nous aider à quand est-ce qu'on réfère. Fait qu'évidemment, on réfère de manière urgente à un spécialiste. Ça peut être, physiothérapeute, puis idéalement un médecin également, ou une clinique multi, quand on a une spasticité, vraiment une raideur dans un membre, là, dans un segment qui est modéré à sévère. Ça, on n'attend pas, c'est considéré comme une urgence. Quand on a une augmentation de tonus, mais bon, qui n'est pas problématique, qui est légère, c'est quand même recommandé de référer au moins à un physiothérapeute pour qu'il y ait un suivi. Puis, dès qu'on a une atteinte motrice, avec une perte de dextérité, une petite faiblesse qui persiste après un AVC, même sans augmentation de tonus, elle n'a pas nécessairement besoin de référer, mais gardez-le dans votre radar. Les médecins de famille, là, ça peut être quelque chose que vous ajoutez à votre checklist. OK, il y a eu un AVC, il y a encore une petite faiblesse. Faites juste demander à votre bras, il est-tu rendu raide? Trouvez-vous que vous avez plus de raideur qu'avant? Fait que c'est un outil assez simple qui peut nous aider à savoir là, quand référer. Continuons avec évaluation clinique. Donc, parce que pour bien repérer, il faut savoir quoi regarder. Bref. Fait que la localisation de la spasticité, c'est vraiment la base. Puis ça va vraiment nous aider à, premièrement, à mieux communiquer, qu'est-ce qui est spastique, puis aussi, ça va guider le traitement qu'on va prioriser. Donc, dans la localisation, il peut y avoir une spasticité plutôt généralisée. Donc, là, comme l'image là, du patient, la photo là, à gauche de votre écran. Donc, vraiment les 4 membres. Là, c'est sûr qu'on va aller peut-être plus avec des traitements pharmacologiques oraux. Il y a de la spasticité plutôt régionale qui vont atteindre plus tout un segment, donc tout un membre supérieur, tout un membre inférieur, hémi-corps, ou une spasticité vraiment plutôt focale, que là, c'est là où on va vraiment le plus l'adresser avec la toxine.
pour nous aider également à voir quels muscles, c'est quoi les muscles qui sont les plus atteints, comment cibler si on n'est pas nécessairement habitué de faire l'évaluation. Mais il y a des patrons classiques qui existent, dont là, cette échelle-là, c'est l'échelle de la classification de Hefter, qui montre les 5 patrons classiques là, d'une spasticité post-AVC aux membres supérieurs, qui peut nous aider à juste au moins décrire ce qu'on voit, à voir quel muscle serait impliqué, quel muscle ciblé avec la toxine ou même avec des étirements ou avec nos autres traitements. Aux membres inférieurs, il y a Eskenazi en 2017 là, qui a publié aussi les patrons classiques qui peuvent être vus. Donc, les cuisses, donc adduction des hanches, genoux fléchis, l'échinovarus du pied, pardon. Fait que ça peut nous aider aussi à comprendre ce qu'on voit. Pour les fameuses échelles, donc la plus utilisée, je dirais, c'est pas nécessairement une échelle qu'on aime beaucoup, mais c'est la plus utilisée. C'est l'échelle de Ashworth modifiée. Donc, c'est une échelle en 6 points, donc de 0 à 4. Au 0, il n'y a aucune augmentation du tonus musculaire. Puis 4, là, le segment est vraiment rigide, en flexion ou en extension. On est dans la contracture. C'est une échelle qui est très utilisée. Par contre, elle ne tient pas compte elle ne mentionne pas, il n'y a aucune mention dans l'échelle, dans la description de l'échelle, de la composante de vitesse. Fait que nous, on a souvent tendance à le faire à différentes, à la plus grande vitesse. Par contre, dans la définition, ils ne disent pas là, à quelle vitesse on devrait manipuler le segment pour faire la classification de Ashworth. Fait que ça, c'est une limitation de cette échelle-là. Puis, elle ne tient pas compte non plus des changements rhéologiques là, dans les tissus mous et musculaires. Il y a l'échelle de Tardieu modifiée que on aime un peu plus puis qui gagne de plus en plus de popularité en recherche, qui est aussi une échelle sur 6 points, mais qui là, fait que c'est ça, en 6 points, là, de 0 à 5. À 0, encore, il n'y a aucune résistance. Puis à 5, on est encore dans la contracture. Puis l'idée ce qui fait vraiment la particularité de l'échelle de Tardieu, c'est que là, oui, c'est qu'on bouge le segment à différentes vitesses. Fait ou V1, c'est on bouge le segment le plus lentement possible. Donc là, on n'évalue pas nécessairement la spasticité, mais plus l'amplitude articulaire pour voir est-ce qu'il y a une contracture. Ça va vraiment plus nous donner une idée de l'articulation en soi. À V2, mais là, c'est l'utilisation de la gravité. Donc ça, c'est difficile à utiliser pour certains muscles, mais pour, par exemple, les quadriceps, c'est super, c'est hautement reproductible, c'est la gravité. Fait que c'est toujours la même vitesse. Ça peut être fait avec nos patients qui sont en fauteuil roulant. Puis je vais vous montrer là, une petite photo après pour mieux vous aider. Puis V3, mais là, on bouge vraiment le segment le plus rapidement possible. Et là, donc, le R1, ça va être l'angle d'étirement à V2 ou V3. Fait que ça, c'est vraiment l'angle de notre spasticité. R2, c'est notre segment, c'est l'angle qu'on atteint avec la vitesse V1, donc le plus lentement possible. Fait que là, c'est plus notre angle de l'articulation. Fait que, R2, pensez que c'est l'angle qu'on peut espérer atteindre si on traite complètement notre spasticité. C'est un peu une manière de voir ça. Ici, c'est une image pour un peu mieux comprendre le test du pendule qui est finalement comme un Tardieu à V2. Donc, notre patient est assis, on laisse tout simplement tomber la jambe, puis on voit à quel angle il y a le catch finalement. Puis, là, j'ai mis un petit vidéo de Dr. Rebine qui montre, là, qui fait donc l'échelle de Tardieu et puis avec le pendule pour voir la spasticité d'un quadriceps là, chez un patient. Fait que, vous voyez, là, il commence avec la vitesse V1. Là, V3, on voit qu'il y a un catch. Puis là, il va juste laisser tomber avec la gravité. Et ça, c'est notre V2, tout simplement. Fait que là, on peut noter ces angles-là. Puis, ça permet un suivi peut-être un petit peu plus objectif que juste le Ashworth. OK. Maintenant, traitement et prise en charge. Maintenant qu'on a fait une bonne évaluation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, principe de base,
toute spasticité ne nécessite pas un traitement. Hein. On sait des fois, il y a aussi des avantages à notre spasticité. C'est pas toutes les spasticités qui vont être problématiques et on traite jamais, comme la douleur, comme plein de choses en physiatrie, on traite jamais de la spasticité pour traiter de la spasticité. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir un but d'augmenter la fonction, puis on va y revenir. Évidemment, anamnèse et examen physique, puis l'établissement d'objectifs appropriés, c'est vraiment essentiel. Il ne faut jamais oublier ça. Puis, la prise en charge de la spasticité doit être intégrer un problème de réadaptation, un programme de réadaptation plus large. Hein? Donc, on revient au multimodal, être centré sur le patient. Chaque patient est unique, puis notre traitement doit être unique aussi pour répondre aux besoins du patient. Être réalisé en équipe, être spécifique aux objectifs du patient, puis intégrer les interventions généralisées et focales. Donc, et puis inclure un traitement multimodal. Pour établir nos objectifs, puis les suivre dans le temps. Il y a le Goal Attainment Scaling, qui est vraiment une échelle vraiment très utile. Il y a aussi le GASLIGHT. Là. Bon, le mot, le terme est vraiment pas top, mais bon, ça existe. C'est une bonne échelle pour suivre l'objectif de nos patients. Donc, c'est-à-dire que la manière de l'utiliser, c'est que pour chacun des objectifs qu'on définit, donc entre le physicien ou les membres de l'équipe multi et le patient, on définit des objectifs précis. Puis là, en réponse à notre traitement, on va dire, est-ce que notre objectif, est-ce que la réponse à notre traitement est beaucoup mieux, un peu mieux, égal, un peu moins bien ou beaucoup moins bien que le résultat attendu? Fait que c'est vraiment une manière, un peu plus objective, mais très personnalisée de suivre les objectifs de nos patients dans le temps puis la réponse aux interventions qu'on va faire. Des exemples d'objectifs là, qu'on voit souvent. Donc, ça peut être de diminuer la douleur. J'ai déjà glissé un mot là-dessus. D'améliorer la fonction. Donc, la fonction, ça peut être avoir plus de facilité avec l'appréhension. Il y en a que ça peut être, chez certains patients, ça peut être capable de tenir ma sacoche. On essaie d'être le plus concret possible. Tenir ma sacoche à mieux jouer du piano pour les cas de spasticité légère. Fait que c'est vraiment, ça doit être adapté et personnalisé aux patients. Faciliter le port de l'orthèse ou du positionnement. Donc, quand on dit que le membre n'est pas fonctionnel, on peut quand même avoir des objectifs comme le port d'orthèse, faciliter aussi le travail des aidants, faciliter l'hygiène, faciliter l'habillage. Ce sont des objectifs qui sont vraiment souvent visés par nos interventions. Puis, diminuer les mouvements involontaires, là, ça quand on a plus des spasmes ou même de la dystonie spastique. Aperçu des différents types d'interventions. Donc, je le répète, l'approche multimodale. Puis, il y a les lignes directrices du Collège royal des médecins du Royaume-Uni qui ont vraiment développé cet algorithme-là que je trouve vraiment bien là, pour rien oublier. Et puis qui mise vraiment donc, sur l'aspect multimodal. Donc, on voit qu'il commence avec les modalités physiques. Donc, est-ce qu'on a fait notre physiothérapie? Est-ce qu'on a fait un bon positionnement? Est-ce qu'on a nos orthèses? Est-ce qu'on a fait des plâtres si on y a accès? Ensuite, dans les traitements plus médicaux, donc si on va à droite, à gauche de notre du schéma, on voit un traitement pour plus la spasticité généralisée. Donc là, on est plus avec nos traitements oraux de baclofen, d'androlène, de tizanidine. Puis à droite, là, on est plus dans nos approches multifocales et focales, fait qu'avec nos injections de toxines, de phénol, et puis les interventions plutôt chirurgicales, si on est au centre, on parle plus de la spasticité régionale, donc du segment, où là, on peut plus explorer les pompes à baclofen, par exemple. Donc, ça revient à ce que je disais au début de définir qu'est-ce qui est spastique, puis ça va nous aider à bien sélectionner notre traitement. Donc, un algorithme comme ça, oui, ça peut être un peu lourd, mais ça aide vraiment à avoir une approche systématique puis multimodale pour rien oublier. Puis, c'est, encore une fois, je reviens à notre définition initiale, c'est un processus qui est longitudinal, qui va évoluer dans le temps. Donc, nos approches thérapeutiques peuvent aussi évoluer dans le temps. Il ne faut jamais oublier ça. Maintenant, la toxine. Donc, comment on l'injecte, cette toxine-là? Fait qu'on sait que l'injection de toxine, ça a vraiment changé la prise en charge. Puis, à partir du moment où on a commencé à utiliser la toxine botulique, là, c'est dans les années 90, il y a vraiment eu énormément de recherches en matière de spasticité. Fait que ça a non seulement, ça a vraiment poussé les connaissances en matière de spasticité, l'utilisation de la toxine, puis ça aide vraiment nos patients.
Donc, quelles sont les différentes techniques d'injection? Il y en a peut-être parmi vous qui sont des injecteurs. Fait que oui, il y a le sous-repère. Oups, pardon, excusez-moi, le diapo a changé tout seul. Fait que repère anatomique, évidemment, c'est une technique d'injection qui est rapide. Par contre, ben, c'est pas très précis pour l'identification des muscles qu'on injecte. Puis, ben, il peut y avoir de la propagation de notre toxine puis des effets secondaires. L'EMG, mais là, au moins, on a un retour auditif. On sait qu'au moins, on est dans du muscle. Par contre, ben, ça coûte un peu plus cher. Puis, c'est pas super précis encore pour les muscles. Disons, les gros groupes musculaires, ça peut aller, mais pour les petits muscles, ça peut être un peu plus challengeant parfois, surtout quand on a des positions spastiques dystoniques que l'anatomie classique n'est pas aussi évidente, n'est pas préservée. Stimulation électrique, ça peut nous aider. Donc, au moins, ça ajoute un repère visuel. C'est-à-dire que là, avec notre aiguille, on va aller stimuler le muscle, puis on voit, OK, oui, c'est mon bon groupe musculaire qui se contracte. Ça confirme qu'on est là. Par contre, il peut y avoir un inconfort lié à la stimulation. Et puis, ben, il y a l'échographie, que je vais vous parler un petit peu plus, parce que moi, c'est ça que j'ai appris. Puis, une fois qu'on fait l'échographie, on ne veut pas retourner aux autres techniques. Il est vraiment plus précis. Par contre, effectivement, c'est sûr que c'est plus cher. Puis, il faut une formation adéquate. T'sais, là, moi, je vais vous en parler aujourd'hui, mais s'il y en a qui injectent là, avec l'EMG puis la STIM, découragez-vous pas en disant ah ben là, ça vaut rien ce que je fais là. Il faut avant tout être à l'aise avec notre technique d'injection, puis la technique qu'on utilise puis avec laquelle on se sent à l'aise, ben c'est la bonne technique pour nous. Ça veut pas dire de ne pas être ouvert aux nouvelles technologies, là, mais il faut être à l'aise avant tout avec la technique d'injection. Mais l'échographie, en plus d'être super précis dans les muscles qu'on va utiliser, mais en plus, ça nous permet d'objectiver, de voir ces changements-là musculaires chez nos patients spastiques et même de les suivre. Fait que ça, ici, on a un rectus femoris là, qui est spastique chez un patient. Et on voit l'augmentation de ces tissus graisseux sous-cutanés. On peut comparer avec le côté sain aussi, puis on peut vraiment voir là, la différence. Donc, c'est vraiment super. Puis, au niveau du muscle, on voit des infiltrats, là, des stries hyperéchogènes qui correspondent à la fibrose des infiltrats graisseux, ainsi qu'une atrophie musculaire. C'est assez facile à voir. Pour pouvoir suivre ces changements-là, mais il y a même une échelle qui a été validée vraiment pour les muscles spastiques. C'est l'échelle de Heckmath modifiée. C'est le groupe de Dr. Rebai avec qui j'ai fait mon fellow, puis je continue à faire de la recherche là-dedans. Donc, c'est une échelle qui est inspirée de l'échelle de Heckmath, donc non modifiée, là, qui, elle, avait été développée pour les patients, ça avait été développé en pédiatrie là, pour les patients avec dystrophie musculaire. Donc, c'est du motoneurone inférieur. Fait que là, ils l'ont adapté pour qu'elle soit plus spécifique au motoneurone supérieur et ils l'ont validée et elle a été validée. Donc, elle va comme suit. Donc, un grade 1, c'est une échogénicité là, qui est considérée normale, donc que plus de 90% du muscle est hypoéchogène finalement, fait plus noir. Un grade 2, on a 10 à 50% du muscle qui a une augmentation de l'échogénicité. Fait que, des infiltrats blanchâtres dans seulement 10 à 50%. Un grade 3, là, il y a une augmentation marquée de 50 à 90% du muscle. Puis un grade 4, bien là, il y a une augmentation marquée dans plus de 90% du muscle. Donc là, on voit là, notre petit muscle là, en haut, je pense que c'est un ouais, exactement. Oh, oui, exactement, super. Ouais, bien, mais je pense que c'est un rectum aussi, justement, puis il est tout petit, là, tout noir. Ou non, pardon, c'est un gastroc latéral. Maintenant, les traitements adjuvants. Donc, dans les traitements, l'approche multimodale, on parle de traitement adjuvant. On dit adjuvant parce que c'est par rapport à la toxine. On sait que nos injections de toxines vont être plus efficaces quand on utilise d'autres modalités complémentaires. En rouge, c'est les modalités qui sont prouvées le plus efficaces. Donc, on parle de stimulation électrique, incluant le bon vieux TENS. Il y a des études sur des animaux qui montrent que ça aide à répandre la toxine dans le muscle, à avoir plus de diffusion. Est-ce que ça aide aussi l'aspect douloureux, puis c'est pour ça qu'on a des meilleurs résultats? Mais peut-être. Mais il y a des études, là, c'est intéressant quand même, puis avec très peu d'effets secondaires. Les plâtres serrés, c'est pas accessible partout, mais quand on y a accès, ça peut être vraiment intéressant. Ondes de choc extracorporel, la physiothérapie, c'est la base, faut pas l'oublier, c'est vraiment important. Puis c'est aussi les exercices que les gens vont continuer de faire chez eux, même s'ils voient plus leur physiothérapeute. Puis thérapie par la contrainte modifiée, là, ça, il y a beaucoup d'évidence également. Quand on ne sait pas quoi faire, les blocs nerveux peuvent être utilisés aussi. Fait qu'ici, on a une patiente, donc vous voyez,
qui a une douleur à l'épaule avec vraiment une restriction de l'amplitude articulaire de l'épaule. Mais il y a beaucoup de douleurs associées. Fait qu'est-ce qu'on est devant quoi là, chez elle? Est-ce que c'est, je vais le repasser, est-ce que c'est une épaule douloureuse? Est-ce qu'on est dans un tableau de capsulite? Est-ce que c'est une spasticité importante de ces muscles pectoraux qui causent beaucoup de douleur? Ou est-ce qu'on est dans un syndrome douloureux régional complexe épaule-main? C'est pas toujours facile de différencier. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est un bloc nerveux. Fait que sous échographie, on peut voir le muscle pectoral, on peut voir le muscle suprascapulaire aussi. Aller faire des blocs nerveux avec de la lidocaïne, 1 à 2 on utilise à peu près 0,5 cc de lido. Puis là, on refait le même test. Puis, dépendamment de ce qu'on a bloqué, mais ça va nous aider dans notre diagnostic puis dans notre prise en charge. Fait que là, chez elle, on avait fait un bloc du nerf pectoral latéral. Puis, on voit que l'amplitude est vraiment améliorée. Puis, on le voit là, tout de suite en bureau après quelques minutes. Fait que là, on sait que chez elle, on va faire de la toxine de ces muscles pectoraux. Fait que ça, pour les cas complexes, ça peut être vraiment utile. Pas nécessairement à faire chez tout le monde, mais ça peut être quand même très, très, très utile. OK, on continue. Quand on est à court, quand on ne réussit plus à atteindre nos objectifs, on peut aussi avoir des approches chirurgicales. Il y a Dr. Elie Bogossian qui en fait des chirurgies à Montréal. Lui est à HMR. Dans les approches chirurgicales, il peut y avoir des neurectomies. Il peut y avoir des ténotomies, il peut faire les deux ensemble. Puis il y a aussi là, les pompes à baclofen pour la spasticité plutôt régionale, là, comme on disait tantôt. Ça se fait notamment au CHUM. Ça se fait sûrement ailleurs, mais je sais qu'au CHUM, on en fait. OK, pour conclure, je pense qu'on est quand même dans les temps. J'aimerais ça vous présenter une charmante patiente. Là, je vous en parle parce que son cas a été présenté. Le McLean nous a fait une entrevue sur elle. Là. Fait que, c'est vraiment, il y a vraiment un consentement. Là. Vous pouvez même le trouver si vous la googlez. Fait que c'est Madame Crisula, 66 ans, droitière. Moi, je l'ai rencontrée pendant mon fellow. Vraiment une charmante patiente qui avait fait un AVC en 2014, retraitée 2 mois avant l'AVC, ancienne directrice de banque. Référée au début 2015, donc dans les premiers mois suivant son AVC, qui avait une hémiparésie gauche secondaire à son AVC, spasticité des adducteurs de l'épaule à gauche, les fléchisseurs du coude à gauche, avec aussi une hyperextension du gros orteil. Elle marchait avec une canne, avait besoin d'assistance minimale pour les activités de la vie quotidienne. Puis ses objectifs, à elle, c'était diminuer la spasticité du coude pour faciliter l'habillage, puis diminuer la spasticité de son gros orteil pour améliorer sa capacité à la marche. Avec elle, on a essayé d'un peu mieux définir ses objectifs. Puis, donc, on est arrivé à adresser la spasticité due à l'extension, c'est une erreur là, je ne l'ai pas écrit comme il faut, désolé. Petite coquille ici, à l'extension de la luxe gauche pour l'aider à porter des chaussures afin qu'elle puisse sortir à l'opéra. Donc, vous voyez comment on peut être spécifique dans nos objectifs. Puis, diminuer la spasticité du coude gauche pour aider à l'habillage et améliorer l'apparence esthétique du bras. C'est souvent un objectif de nos patients, puis c'est non négligeable. C'est correct là, de vouloir dire je tannique que les gens me regardent parce que mon bras il est tout pogné quand je marche dans la rue. Ça peut être un objectif tout à fait valable aussi. Et améliorer la vitesse de marche, réduire le nombre de chutes. Donc, on a fait des injections de onabotulinum toxine, 50 unités dans l'extenseur hallucis longus. Et 200 unités là, réparties juste dans les fléchisseurs du coude. Donc, on a juste ciblé ces muscles-là. On a fait également, elle a eu un plâtre serré, des plâtres au membre supérieur gauche. Puis, elle a utilisé le TENS. Puis, elle a vu physio, ergo, un programme d'étirement qu'elle fait à domicile. Fait qu'on peut regarder son petit vidéo. C'est ça, qui résume vraiment bien là, nos interventions. My name is Crisula Chiknis, and I'm Greek, in case you didn't. I first experienced a stroke on November 24, 2014. It was a Monday morning, and I woke up to feed the dog. I fell, and I knew something was wrong, but I didn't know what was happening. I couldn't do anything by myself. Life stopped being what it used to be. Now I have to rely on my husband. I lost my independence. We started doing exercises for her hand and her leg right away because with 2-3 hours or 4 hours a week of physiotherapy that the system can offer is not enough. Spasticity is a major symptom of the stroke. The muscles get tensed and they develop tone, which can be very painful. Everybody said that it's highly unlikely that you are going to get your
old level. So you have to forget about how you were before the stroke because the stroke will change you permanently. I was very fortunate to have good doctors. He uses injections with my arm first and then with my toe. I was pain-free within weeks, and it was such a great relief. I never thought that I could step on my left foot and this being able to support me. After that, I could wear my women's shoes. And we were able last year to go to Europe, and I was walking for hours and hours, never bothered me. The progress has been slow but steady. If you do not seek treatment within 12 months, maybe the spasticity becomes permanent. I have achieved a better quality of life. OK, donc c'est charmante, hein, la patiente. Tu sais, c'est vraiment une patiente extraordinaire, là. Puis son témoignage résume vraiment bien les points essentiels d'une bonne prise en charge de la spasticité. Là, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est ça, il est en anglais, hein, fait que je suis désolée pour ça. Fait que ce qu'elle dit, là, finalement, c'est que, tu sais, elle était vraiment désemparée suite à son AVC. Elle a rencontré son physiatre. Il y a eu une prise en charge multidisciplinaire. Maintenant, elle peut porter ses beaux souliers pour aller à l'opéra. Puis, vraiment satisfaite là, de son programme. Fait que les éléments clés à retenir de son témoignage, premièrement, identification et prise en charge précoce de la spasticité. Hein. Elle a été prise en charge dans les premiers 3 mois suivant son AVC. Le travail d'équipe avec physio, ergo, notre orthésiste aussi pour le plâtre, des objectifs alignés avec les objectifs du patient. Je le répéterai jamais assez. La douleur associée à la spasticité, elle mentionnait ça aussi, qu'au début, elle avait de la douleur dans son bras, puis que ça s'est vraiment amélioré avec les injections de toxines, les plâtres, les étirements. L'approche multimodale, encore une fois. Puis, l'importance de réévaluer les objectifs et pour optimiser notre traitement. On a dit que c'est une condition qui est longitudinale. Il faut toujours réévaluer est-ce qu'on est encore dans les objectifs, est-ce qu'on a des nouveaux objectifs, puis est-ce qu'on doit ajuster notre traitement. Donc, voilà, je pense que ça résume son témoignage, mais également ma présentation. Fait que merci beaucoup. Puis, je suis disponible pour les questions. Vous voyez aussi mon adresse courriel. Fait que si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou vous voulez avoir des références à qui référer, comment m'en référer à moi ou à de mes collègues au Québec, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, c'est la période de questions. Tout le monde est invité à soumettre leurs questions par écrit en utilisant le chat. On a déjà 3 questions. Moi, j'ai mes questions. Mais tout d'abord, je voudrais féliciter le Dr Boissonneau. Franchement, là, c'est une présentation qui reflète un peu la physiatrie. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Puis, je trouve que c'est très terre à terre, pratico-pratique. Puis, on a besoin de présentateurs comme ça à la SSVQ. Alors, félicitations. Alors, on va passer il y a 2 questions qui se recoupent. Une première question, c'est que pensez-vous des crèmes magistrales composées de baclofène? Est-ce efficace? Puis la deuxième question qui va un peu avec ça, c'est serait-ce possible de partager un peu les principes de base pour l'utilisation des médicaments PEROS, s'il vous plaît? Également, y a-t-il un bénéfice à du baclofène topique pour la spasticité aux mains, par exemple? Mm-hmm. Fait que le baclofène topique, c'est intéressant que vous en parliez parce que justement, là, vous voyez, hein, je suis dans une chambre d'hôtel, mais c'est ça. Fait que je suis en congrès en ce moment à Anaheim, puis on a eu des présentations sur la spasticité, puis on a parlé, entre autres, là, des préparations topiques pour le baclofène. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évidence sur le sujet. Ça peut être un sujet qui va être intéressant à suivre, surtout avec, est-ce que, disons, l'application topique avec l'utilisation d'ultrasons, mettons, pour faciliter l'absorption pourrait être intéressante dans le futur. Peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas d'évidence qui supporte ça. Par contre, les préparations topiques, quand il y a une composante d'allodynie, ben, ça peut être intéressant. Puis on sait qu'en adressant la douleur, ben, on peut aider la spasticité. Fait que ça aussi, c'est un principe de base. Là, quand on a de la douleur, essayez toujours d'adresser la douleur avant la spasticité. Puis souvent, en diminuant la douleur, ben, on va également diminuer notre spasticité. Fait que ça, c'est de 1. Ensuite, fait que les principes de base pour les médicaments oraux, c'est vrai, hein, j'en ai pas parlé. Fait que
J'en ai pas parlé parce que c'est vrai que des fois, ça peut être très utile. Mais surtout en AVC, on a souvent une atteinte cognitive. Fait qu'une atteinte cognitive, puis même ceux qui n'ont pas tant d'atteinte cognitive vont souvent avoir au moins de la fatigue post-AVC, qui est un phénomène vraiment fréquent. Puis malheureusement, nos médicaments oraux ont tendance à exacerber les troubles cognitifs, puis à exacerber aussi cette fatigue-là. Fait que j'ai vraiment personnellement tendance à prioriser les modalités plus spécifiques puis localisées. Mais ceci dit, chez certains patients, ils tolèrent vraiment bien puis on a des bons effets. Fait que c'est quand même un outil là, à garder dans notre arsenal thérapeutique. Puis là, Dr. Lantier, vous pouvez commenter aussi. Là. Moi, je commence souvent évidemment avec du baclofène. J'ai toujours, pour l'introduction, là, je le commence toujours au coucher, même si leur plainte, c'est plus le jour, mais pour qu'au moins ils s'habituent qu'il y a une période d'accoutumance parce que les effets secondaires vont plus être fatigue, endormissement, somnolence. Fait qu'au moins, en le donnant au coucher, ils s'habituent. Je commence avec 5 au coucher, puis là, je l'augmente graduellement. C'est ça. Fait que vraiment, à coup de 5 par 3 jours, là, à peu près. Ensuite, je le mets 2 fois par jour. Puis, j'aime bien, je sais que c'est plus de pilules pour les patients, mais j'aime bien, puis évidemment, ça va dépendre. Là, il y en a qui disent, non, moi, c'est vraiment au lever, moi, c'est vraiment dans la journée que ça me dérange. Mais sinon, en règle générale, j'aime ça le donner 3 fois par jour pour avoir un contrôle plus stable de la spasticité. Fait que baclofène, là, je vais commencer 5 au coucher. Là, après ça, je vais ajouter BID, plus s'il est bien toléré, TID. Puis là, je vais augmenter. Là, je vais jouer avec, augmenter de 5 plus au coucher dans la journée, dépendamment de la plainte du patient. Fait que vraiment, je vais habituellement optimiser mon baclofène. Après ça, je vais aller avec tizanidine, mais tizanidine, il faut quand même s'assurer que les fonctions hépatiques sont correctes. Puis aussi chez les patients là, qui ont des composantes plutôt cardiovasculaires, il faut être plus prudent, il peut avoir des effets sur la tension artérielle. Fait que le tizanidine, des fois, je vais le donner un peu plus PRN, j'y vais doucement. Chez les jeunes, ben là, il est souvent bien toléré. Les autres, fait que d'androlène, ben là, ça, je le donne vraiment moins. Les autres médicaments, je les utilise vraiment moins, là, pour être honnête, à cause de leur profil d'effets secondaires, là. Je sais pas, Dr. Lantier, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. C'est quand même l'expérience aussi. J'ai tendance effectivement à y aller progressivement avec le baclofène en particulier. J'ai pas d'expérience avec les 2 autres, là, mais c'est vraiment mon premier choix. Puis, on a plusieurs questions qui sont rentrées. Donc, de la part d'une ergothérapeute en soins aigus, les données probantes ne semblent pas en faveur du port d'emblée d'orthèse au repos au membre supérieur spastique pour la prévention de la contracture, au moins d'un impact sur la fonction. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est vraiment, ça va vraiment dépendre, ça va vraiment dépendre du patient qu'on a devant nous. Il faut faire attention aussi parce que même les orthèses, des fois, si on n'adresse pas bien la composante spastique, mais ça peut même exacerber, ça peut être un stimuli qui contribue à même augmenter notre spasticité. Fait que là, on peut aller dans des orthèses un peu plus flexibles qui vont plus s'ajuster, s'adapter à une main spastique, par exemple. C'est sûr que chez nos patients qui ont tendance à être spastiques et qui ne se mobilisent pas beaucoup, ben là, l'orthèse est vraiment, c'est vraiment c'est vraiment un bon outil. Mais quand on peut pallier aux contractures ou aux positions, là, plus par exemple en équin-varius, avec juste la mobilisation au fauteuil ou des pieds de lit qui peuvent maintenir aussi au moins le neutre à la cheville, ça peut être des options qui sont plus faciles à intégrer. Puis c'est ça. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'orthèse parce que les orthèses, effectivement, c'est pas toujours bien toléré puis ça améliore pas nécessairement la fonction. Je suis bien d'accord avec ça. OK. Donc, j'ai aussi des félicitations de la part de membres de l'auditoire. Donc, voilà. Merci. Ensuite, merci. Est-ce qu'il y a des contre-indications majeures aux injections de Botox? Quelqu'un avec une comorbidité de motoneurone inférieure. J'avais un patient, entre autres, en fellow qui avait
une dystrophie spatio-scapulo-humérale. En plus de, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, là? En tout cas, puis en plus, il a fait un AVC. Fait que lui, évidemment, on pouvait pas faire de toxines botulinques là, chez lui. Fait que ça, c'est vraiment une contre-indication majeure. Autrement, fait que là, lui, on est allé plus vers une approche chirurgicale puis vers une approche de neurolyse. Là, on est allé vers d'autres techniques. C'est sûr que chez les femmes enceintes, c'est pas une contre-indication. C'est juste qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Fait qu'en général, moi, je le ferais pas là, chez des femmes enceintes ou qui allaitent, juste parce qu'il n'y a pas assez d'études sur le sujet. Sinon, ben, ça va être une réaction. Il y a c'est rare, là, mais il y a des gens qui peuvent avoir des réactions systémiques aux injections de toxines. Moi, je le dis en général en disant que c'est super rare, mais que si il va des changements dans leur voix, là, j'ai comme peut-être 2 patientes qui ont eu des changements de dysphonie. Puis j'ai un collègue qui a eu une patiente qui a été aux soins intensifs à cause des effets systémiques d'une injection de toxines botulinques. C'est vraiment rare, mais c'est sûr que chez une patiente comme ça, ben, on n'en refera pas. Mais il y a quand même relativement peu de contre-indications. Absolument. OK. Puis pour ce qui est de l'anticoagulation? Non, c'est pas une contre-indication. Surtout, effectivement, dépendamment peut-être de la technique, mais surtout quand on utilise l'échographie, on les voit nos vaisseaux, hein, fait qu'on les évite. Puis, ben là, non, c'est pas du tout une contre-indication. OK. Puis, dans le fond, l'échographie peut aider sûrement à déterminer le pronostic des injections de Botox. Mais est-ce qu'il y a encore du bénéfice une fois que la fibrose et l'ankylose ou la contracture est installée? Ben, c'est tellement une bonne question, c'est pour ça que je fais de la recherche là-dessus. Fait qu'il y a des études qui suggèrent qu'effectivement, quand on a un score plus élevé sur l'échelle de HECMAT modifié, fait que des muscles plus fibrosés, on aurait moins de réponse aux injections de toxines, puis on aurait même moins de réponse au bloc nerveux. Fait que Alessandro Pichelli, là, un des auteurs là, que j'ai présenté, a fait un article là-dessus, là, disant qu'on a même moins de réponse au bloc nerveux, puis les blocs nerveux, ben, ça nous aide à prédire un peu, à prédire la réponse à la toxine. Donc, pour l'instant, écoutez, ça dépend. Des fois, on va le faire quand même, mais moi, j'ai l'impression que plus on va faire de recherches sur le sujet, plus on va justement modifier nos injections pour peut-être cibler, tu sais, les modifiers HECMAT 3, OK, peut-être que ça vaut quand même la peine, mais ceux de 4, là, est-ce qu'on est en train de perdre notre toxine en injectant ces muscles-là au détriment des autres muscles qui pourraient en bénéficier plus? Puis, les muscles avec un score plus avancé sur l'échelle de HECMAT modifié, mais est-ce qu'on devrait plus les adresser avec avec le shockwave ou avec des options chirurgicales, par exemple? Fait que, ça, je crois que c'est vraiment le futur, là, que ça va nous aider à mieux définir notre algorithme de traitement. OK. J'ai beaucoup de questions au sujet du timing ou de la chronologie de l'intervention. Donc, il y a une question qui demande est-ce qu'on devrait commencer pratiquement immédiatement post-AVC? Il y a une autre question qui demande est-ce qu'on peut faire les étirements physiothérapie immédiatement après l'injection de la toxine botulinque? C'est quoi le meilleur timing en relation avec l'injection pour la réadaptation? Oui. Fait que le timing, c'est quand même, c'est quand même variable. Plus ça va un peu avec l'expérience clinique, mais on a fait une étude, un sondage auprès des injecteurs canadiens, là, puis avec Canos, justement. Puis le résultat, ça montrait que, il y a des gens qui vont commencer à injecter quand on a un score de Ashworth modifié à 1+. Il y en a qui vont attendre que ce soit à 2, 3. Moi, je dirais qu'il y a des éléments clés là, qui vont me dire quand injecter. C'est sûr que la progression. Hein, des fois, c'est un plus, mais c'est après juste une semaine. On sait que c'est un gros AVC, grosse plégie, grosse atteinte sensitive. Ben là, oui, j'ai envie de casser la spasticité même après 1-2 semaines après l'AVC. Quand on est à 1+, mais qu'on est à 3 mois après l'AVC, 3-4 mois après l'AVC, qu'on voit qu'il est qui commence à avoir un peu
c'est ça, qu'on ait ça un plus sur l'échelle de Ashworth modifié, mais qu'il y a encore une bonne fonction, ben là, on surveille un petit peu plus. Peut-être qu'on va finir par injecter, peut-être pas. Fait qu'il y a la présentation initiale, les facteurs de risque dont j'ai parlé, puis l'évolution, le suivi, l'évolution. C'est sûr qu'il faut avoir des objectifs, mais des fois aussi prévenir les contractures quand on voit que ça s'installe rapidement. Là, ça peut être dans la première semaine, c'était peut-être un peu tôt, mais dans les premières semaines, là, dans le premier mois certainement, là, quand on voit qu'il y a vraiment une spasticité importante précoce. Pour ce qui est de l'étirement, mais oui, quand on vient d'injecter, là, c'est le moment d'étirer. Ça, il y a de la littérature qui supporte ça. Fait que, dans les effets de la toxine, on dit qu'ils sont à leur maximum, là, c'est 4 à 8 semaines après l'AVC. Fait que dans ces 4 semaines-là, dans ce mois-là, là, ben, c'est le temps d'étirer plus que jamais. Puis même, moi, je le dis aux patients parce qu'on sait que la compliance aux étirements, c'est toujours un défi chez nos patients. Fait que là, je dis, là, au moins pour les 2-3 prochaines semaines, là, faites-le à tous les jours le plus possible. Essayez au moins de vous motiver pour ça. Puis après ça, ben, plus vous continuez, mieux c'est. Là, mais oui, on a vraiment une fenêtre d'opportunité dans les semaines qui suivent les injections de toxines là, qu'il faut utiliser pour maximiser nos effets. Super. Une question de la part d'une kinésiologue qui se spécialise en réadaptation cardiovasculaire. Est-ce que les spasticités sont des contre-indications à l'activité physique? Et est-ce que l'activité physique a un rôle à jouer dans la prise en charge de la spasticité? Fait que non, c'est pas une contre-indication. Évidemment, il faut s'assurer que tu sais, s'il y a un pied tombant, le patient s'en fâche pas. Tu sais, il faut adapter l'activité physique à la condition de notre patient, mais non, puis au contraire, même ça risque d'améliorer. Plus on bouge, puis si on revient au changement de la texture musculaire là, en échographie, les tendances qu'on observe, c'est que les membres fonctionnels vont devenir moins fibrosés. Tu sais, fait que est-ce que c'est vraiment la spasticité ou l'immobilisation le problème? En tout cas, on ne le sait pas encore, mais on sait que l'immobilisation, c'est la chose à éviter pour minimiser les complications associées à notre spasticité puis notre parésie. Fait que non, arrangez-vous pour qu'il bouge, peu importe comment il bouge, sans se faire mal, évidemment. Il faut respecter notre patient. Mais oui, ça a un rôle dans l'évolution favorable de notre parésie spastique. OK, j'ai une question du point de vue plus organisation du système de santé. Est-ce que dans vos cliniques, tout le monde est là en même temps ou physio, ergo, ou bien si c'est en séquence, chacun a son rendez-vous, puis comment ça fonctionne? Oui, ça dépend où. C'est vraiment une bonne question. Ça dépend où, puis je dirais que c'est correct que ça dépend où, parce qu'il y a des patients simples qui peuvent être vus de manière un après l'autre, puis on s'appelle, on s'écrit des mots pour communiquer. Mais par contre, les cas plus complexes, ouais, là, il y a vraiment un avantage à les voir en clinique multidisciplinaire. Fait que je peux parler de mon expérience personnellement. Fait que quand je les vois, je travaille au CHUM là, sur les étages. Fait que je les vois en aigu. Puis là, je les vois parfois avec ça, j'aime ça. Là, des fois, les ergo-physios viennent me voir et disent « Hey, j'ai un patient, je suis pas sûre, il commence à être spastique. » Là, je dis « Hey, veux-tu qu'on aille le voir ensemble? » Là, ça, c'est vraiment le fun. Mais sinon, on s'en parle aux réunions multi, on s'en parle sur les étages. Fait qu'on ne le voit pas nécessairement ensemble, mais on les voit là, de manière très rapprochée. Fait que ça, c'est sûr que le contexte aigu, ça facilite ça. Après ça, quand je les vois en clinique externe au CHUM, ben là, malheureusement, je suis toute seule. Fait que j'ai pas d'ergo-physio. Fait que là, c'est plus la communication, avec des mots, des fois, on va s'appeler là, ou via le patient. Puis, par contre, à Villa Medica, là, ça, j'ai une équipe. Tous mes patients, je les vois avec physio et ergo, qui sont sur place, puis on les voit vraiment ensemble. Fait que là, des fois, moi, je vais voir des patients du CHUM, puis là, je décide de les évaluer, de faire le switch, puis de dire, OK, là, on va les voir à Villa Medica. Fait que les cas plus complexes sont comme ça. À l'IRGLM aussi, je sais là, qu'ils sont en train de faire une clinique de spasticité multidisciplinaire, avec même un chirurgien qui serait là. Fait que pour les cas plus complexes, il peut vraiment avoir un bienfait. Puis ça se fait au Québec, c'est rare, mais ça se fait. OK, merci. Michel, veux-tu me le dire quand il restera 2 minutes? Parce que j'ai une question, je garde pour la fin, de la part des auditeurs là, qui est super bonne. Je ne veux pas la manquer. Mais il y a tellement de questions que je n'arrive pas à fournir. Donc là, j'ai une autre question. Que pensez-vous des orthèses dynamiques contre la spasticité comme le SIBO Reach?
Oui, celle-là, je la connais pas particulièrement, là, mais oui, les orthèses dynamiques, je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que justement, ça peut plus s'adapter à la composante de spasticité, puis aussi des fois compenser là, une faiblesse qui est associée. Oui, super, ça peut être super intéressant. Puis comme la plupart des orthèses, pas chez tous les patients. Fait que ça, il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont pas aimer ça. Fait que, l'essayer, mais oui, je pense que ça peut avoir une place très intéressante. OK. On a une question ici sur un cas spécifique là, d'un patient qui a une spasticité partiellement induite par le froid seulement. Mm-hmm. Puis ça augmente beaucoup son hémiparésie. Dans d'autres circonstances, la spasticité apparaît à la position verticale. Donc, il faut examiner des patients, on dirait, dans différents contextes pour vraiment avoir une bonne idée de ce dont les patients nous parlent. Parce que, tu sais, si on l'examine quand il fait chaud, ben on va manquer cette spasticité-là, effectivement. Mm-hmm. Est-ce que les agents Peros seraient une bonne option pour ce patient, considérant que la spasticité est limitée au contact avec le froid? Il est suivi par une équipe multi depuis plusieurs mois, ce patient-là. Question. Mm-hmm. Bien, le froid, effectivement, c'est un des facteurs. Là. Il y a plusieurs patients qui rapportent une augmentation de leurs symptômes de spasticité au froid. Fait que oui. Tu sais, je dirais que la réponse pour la prise en charge, ça va dépendre de l'évaluation. Est-ce qu'on voit quand même aussi une augmentation du tonus quand il est à température ambiante, ou pas? Si oui, c'est vraiment quand il est au froid, puis c'est vraiment quand il fait du ski de fond dehors, bien là, peut-être que la composante Peros pourrait être intéressante, mais moi, j'aurais quand même probablement tendance à essayer quelque chose de plus topique parce que de plus focal, parce que si c'est seulement au froid, ça doit être une spasticité assez focale, puis pas tellement généralisée. Fait que je craindrais plus mes effets secondaires avec les voies Peros. Dans les cas comme ça, mais c'est à voir avec le patient aussi. Puis, on lui explique, là, ça se peut que, on commence avec des toutes petites doses. Puis, on explique que ça se peut que vous soyez faible, puis si vous trouvez que vous êtes trop faible pendant 3 mois, ben au moins, c'est temporaire, puis après ça, on le répète pas. Fait que, il y a quand même, puis les blocs nerveux peuvent être intéressants aussi pour ces cas-là. On fait le bloc, on voit, puis là, ici, il dit, ah non, je me sens vraiment trop faible avec ça. Ben là, on va évaluer nos options différemment. Si finalement on le fait le bloc, puis dit hey, non, je trouve que j'ai quand même une bonne force. Puis on n'oublie pas non plus que quand on cible avec notre toxine, là, par exemple, pour la préhension, on a nos fléchisseurs superficiels, on a nos fléchisseurs profonds, puis on a nos intrinsèques là, qui sont impliqués dans le mouvement de préhension. C'est rare qu'on va cibler ces 3 structures-là avec notre toxine aussi. Fait que moi, j'aurais quand même tendance à aller plus vers de la toxine là, pour un cas comme ça. Pour ce qui est de l'aspect positionnel, hyper important. Surtout en AVC, même, on va souvent parler de dystonie spastique. Effectivement, là, on voit des grands changements, soit debout ou couché. Fait que c'est là où écouter notre patient, c'est essentiel, puis l'examiner, écouter ce qu'il nous dit, là, l'examiner dans les différentes positions. Puis, des fois, on ne peut pas le reproduire en clinique, mais je demande de prendre des vidéos pour me montrer. J'ai une patiente qui m'a montré son cours de Zumba, puis elle me dit « Oui, dans mon cours de Zumba, là, c'est ça que... » Fait que là, OK, fait que là, on a adapté le traitement pour elle, en fonction du vidéo qu'elle m'avait montré. OK, parfait. Bon, j'ai plusieurs questions sur l'aspect pratique de où est-ce qu'on réfère, qu'est-ce qu'on fait à l'anodière, etc. Donc, probablement que l'idéal, ce serait d'écrire, vous avez l'adresse courriel ici sur la présentation, mais la question que je gardais pour la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les patients qui ont des doses de Botox assez impressionnante puis qui reste avec une spasticité? Ben là, c'est là qu'on réévalue, hein, puis là, on est dans le multimodal. Est-ce qu'on a bien fait toutes nos autres options? Est-ce qu'on fait nos étirements? Est-ce qu'on a des orthèses appropriées? Est-ce qu'on peut aller vers du shockwave therapy? Est-ce que le TENS peut jouer aussi? Puis, dans nos autres options, il y a aussi, là, j'ai pas trop entré là-dedans parce que c'était tellement vaste comme sujet, mais il y a la composante de neurolyse, au lieu de cibler la jonction neuromusculaire
musculaire avec notre toxine, mais on peut cibler les nerfs. Puis ça se fait avec du phénol notamment, mais aussi de manière chirurgicale. Puis là aussi, ça, c'était un autre aspect de mon fellow, puis c'est tellement un gros sujet que je ne peux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais la cryoneurolyse, où là, on peut aller créer une balle de glace près du nerf, puis là, on engendre une dégénérescence valérienne. Fait que il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées en complémentarité. Fait que, par exemple, les gros muscles, on va les cibler, on va aller cibler vraiment plus, on va utiliser des techniques qui vont chercher plus le nerf pour pouvoir avoir plus d'unités de toxines pour nos autres muscles. Fait que c'est vraiment dans l'aspect multimodal là, qu'on peut aider ces patients-là.